Harvey, the last man that they appointed to protect the Republic was named Caesar, and he never gave up his power. Okay, fine. You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Steve Yzerman n'est plus DG à Détroit, il reste au sein de l'organisation comme conseiller senior. C'est maintenant officiel, on peut le dire, le Yzer Plan était plutôt un Yzer croquis de bout de napkin, c'est un échec. Blague à part, je crois qu'il y a beaucoup à apprendre de ce règne de cette saison qui aura donné zéro, niet nada match de séries éliminatoires dans la ville de l'automobile. Steve Yzerman, le joueur, peut-être la deuxième plus grande légende de l'équipe, parce que quand même, respect à Gordie Howe. Steve Yzerman, le DG du Lightning, pas pire. Steve Yzerman, le DG du Lightning, c'est ça. Dans cet épisode, on va tenter d'analyser l'anatomie de cet échec et on va se poser l'importante question, pourquoi maintenant? Milieu juillet, les emplettes sont faites, le repêchage est fait. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Si on était pour laisser aller Steve Yzerman et trouver un autre directeur général, pourquoi ne l'a-t-on pas fait plus tôt? Quelques petites théories là-dessus, mais débutons avec l'anatomie. Steve Yzerman a été nommé directeur général des Wings en avril 2019. Détroit, meilleure organisation de la Ligue pendant 20 ans, est à son plus bas. On vient de rater les séries pour une troisième saison de suite. On a terminé 28e dans la Ligue nationale de hockey en 2018-2019. Enter Stevie Y. On dit souvent que les Wings ont accéléré trop vite. Ces dernières années, lorsqu'il y a de jeunes formations qui commencent à être bonnes, souvent on utilise les Red Wings de Détroit en exemple à titre d'avertissement. Attention, ne pas faire comme les Wings qui ont voulu aller trop vite. C'est vrai, mais pas tout à fait. Qu'est-ce que je veux dire par là? D'abord, quand on dit aller trop vite, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'une reconstruction, c'est pas linéaire. C'est pas quelque chose qui va avoir la même durée pour toutes les formations. Une formation peut suivre un bon rythme et ça va prendre 6 saisons. Une formation peut suivre un bon rythme, ça va prendre 3 saisons. Une formation peut aller trop vite, trop rapidement, à la même vitesse pourtant qu'une autre équipe qui est dans la même reconstruction. Pourquoi je dis ça? C'est que pour moi, en réalité, quand on parle « les Wings sont allés trop vite », c'est qu'on n'a pas complété notre dernière étape notre première étape de la reconstruction, qui est l'accumulation du talent. C'est la base de toute reconstruction, c'est la base de toute équipe qui est jeune et qui veut aller quelque part, qui veut devenir une formation qui va être bonne pour longtemps. Et pourtant, c'était tellement bien parti pour les Red Wings. La première grosse décision de l'organisation sous Steve Yzerman, la première grosse décision de cette administration, ça a été le choix de Moritz Seider au 6e rang en 2019. Ça, d'abord, c'est un petit peu un coup d'en face des Red Wings parce que on aurait dû repêcher plus haut. On n'a vraiment pas été chanceux à la loterie. Et finalement, on a été chanceux à la loterie. Ou plutôt, c'est pas vrai, je m'excuse, je refuse de dire qu'on a été chanceux. On a été bon. Parce que c'était un choix controversé, Moritz Seider, à l'époque. Il n'était pas vu aussi haut que les Red Wings l'ont choisi. Tout le monde avait fait « Oh, wow! Ce gars-là a du potentiel, mais c'est très haut pour Moritz Seider. » Et s'il y avait un redraft à faire aujourd'hui, si on refaisait le repêchage, Moritz Seider sortirait probablement top 3, peut-être 4, si vous êtes vraiment généreux là, vers le bas, en 2019. Gros coup de circuit. 2020, Lucas Raymond, 4e au total. Coup de circuit encore une fois. Et dans ce cas-là, c'est un petit peu de chance d'être tombé plus bas parce que si on repêchait 2e ou 3e et que, je sais pas, moi, Tim Stuchla n'était pas disponible et qu'on avait choisi Byfield ou Lafrenière, ben Lucas Raymond est un meilleur joueur à ce stade-ci de leur carrière respective, autant que Quinton Byfield qu'Alexis Lafrenière. Le problème, c'est qu'après ça, après ces deux joueurs-là, Edvinsson est finalement devenu cette année un bon défenseur. Mais ça fait 2 bonnes saisons pour Edvinsson, qui est vraiment rendu un vrai défenseur de top 3 dans la Ligue nationale de hockey. Je dis top 3, mais sur la première paire, majoritairement à Détroit. C'est un autre bon coup. On a repêché au final 58, top 10. Mais dans le top 5 à une seule reprise là-dedans. Quand tu regardes les Red Wings de Détroit actuels, quand tu regardes le noyau qui sont maintenant des jeunes vétérans de cette équipe-là, malgré les progrès d'Edvinsson, pour moi, ça se limite à Seider et Raymond. On aurait eu besoin
dans encore quelques saisons, pas à repêcher 8e, pas à repêcher 9e. Et ce sont ces 2 saisons-là où ça l'a raté. On a pris le clos du côté des Red Wings de Détroit. Encore une fois, les Red Wings n'ont pas été l'équipe la plus chanceuse à la loterie. Mais 2022-2023, c'est là où on a décidé pour une première fois du côté de Détroit, OK, on vient d'avoir une saison très respectable. On avait raté les séries, mais on avait monté au classement. On se dit, hey, on a Sider, on a Raymond, let's go. On va chercher des joueurs. Et c'est là où on a commencé à faire des acquisitions. Souvenez-vous, ça avait commencé avec Ben Sherratt, il y avait eu David Perron. Et là, à travers les années, là, ça n'a jamais cessé du côté des Red Wings de Détroit. Patrick Kane s'est amené, John Gibson en 2025-2026. Si on y va par saison, là, Sherratt, Perron, Cup en 2022. Après ça, Petrie, Reimer, Kane, Lyon, Gostisbehere. Peut-on inclure Alex DeBrincat là-dedans, jeune vétéran en 2023? C'est là où on a vraiment donné le plus gros coup de barre. 2024-2025, Cam Talbot, Tarasenko, Van Riemsdyk, Justin Falk à la date limite des échanges, quoique c'est un peu différent dans le cas de Justin Falk. Et ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on regarde ceci. Regardez l'âge moyen des Red Wings de Détroit. En 2019-2020, la première année de Steve Yzerman, âge moyen de 28,38 ans. Premier quoi? Premier rang de la Ligue pour les équipes les plus vieilles. Donc, le chiffre que vous voyez, premier, c'est le plus vieux, et plus le chiffre est gros, donc 25e, plus l'équipe est jeune. En 2019-2020, et c'est là où personnellement, je suis allé un peu... Quand j'ai fait ma recherche et je suis allé creuser dans les méninges et tout ça, une partie de moi, mon impression initiale en m'approchant, en me préparant pour cet épisode, c'était de me dire, est-ce que Steve Yzerman était condamné? Parce qu'il arrivait à un moment où les autrefois puissants Red Wings de Détroit, ça faisait déjà trop de saisons qu'ils rataient les séries. Ils ne pouvaient pas enclencher un vrai processus de reconstruction complète. Et ça allait être voué à l'échec. Je m'excuse, mais 3 ans à rater les séries... Et surtout, t'es Steve Yzerman et on lui a donné tout le temps au monde. Le temps nous donne raison de ce côté-là. On a donné tout le temps au monde à Steve Yzerman. Il aurait dû faire une vraie reconstruction complète. Et je trouve que ça ici, c'est un des arguments qui montre que ça n'a pas été fait. Il a pris en main l'équipe la plus vieille de la Ligue en 2019-2020. Elle a à peine été rajeunie l'année suivante. Enfin, en 2021-2022 et 2022-2023, on commence à rajeunir l'équipe et tout ça. Mais c'est au même moment où ce rajeunissement-là est un peu artificiel parce que c'est là où arrivent beaucoup de très, très bons jeunes joueurs, mais en même temps, on a insufflé ça de vieux vêtres. Ce qui fait en sorte qu'en 2023-2024, on est tout de suite remonté dans le top 5. En 2024-2025, on était rendu la 2e équipe la plus vieille de la Ligue. Et la saison qui vient de se conclure, 2025-2026... les Red Wings de Détroit étaient la plus vieille équipe de la Ligue nationale de hockey. Règle générale, quand on regarde des équipes en moyenne d'âge qui sont vieilles, ce sont des équipes matures, ce sont des équipes qui visent la Coupe Stanley. Ce ne sont pas des équipes qui ratent les séries depuis 10 ans. On a échoué dès la première étape qui est la déconstruction et l'accumulation du talent du côté des Red Wings de Détroit. Et c'est là où je dis que je trouve ça fascinant du côté de Steve Yzerman parce que je suis convaincu qu'on lui aurait donné le temps. Sous prétexte du Yzer Plan, sous prétexte de ce qu'il a fait avec le Lightning de Tampa Bay, s'il avait été en mesure, à la suite des repêchages de Moritz Seider et bien sûr, de Lucas Raymond, de rester encore top 5 et peut-être même aller chercher un top 3 pendant quelques années. Quand on regarde ça, au repêchage de 2021, ben, c'est pas un Mason McTavish ou un Matty Beniers ou un Owen Power qui aurait fait la différence à lui seul. Quand on regarde en 2022, est-ce qu'un Slavkovski, un Cooley, n'importe qui qu'on aurait choisi, un Shane Wright aurait fait la différence à lui seul? Non. Après ça, est-ce qu'on aurait eu le coup de chance en 2023? À voir. Sauf que c'est vrai que lorsqu'on identifie ces joueurs-là, un à un, il n'y en a pas un qui aurait fait la différence pour Détroit. Mais ajouter à Seider, ajouter à Raymond, l'année d'après un Slavkovski, ajouter l'année d'après, ou peu importe, là, l'année d'avant, un Power ou un McTavish, peut-être un coup de chance, puis un Leo Carlson ou un Fantilli dans une dernière année de reconstruction. Et là, tu as une accumulation de richesses. Et ces joueurs-là, ensemble, qu'est-ce que ça crée?
ça vient finir par créer un noyau fort. Et pour moi, c'est là, quand on regarde les Red Wings de Détroit, qu'on se rend compte de tout l'échec de Steve Yzerman. C'est quoi l'identité des Red Wings de Détroit? Cette équipe-là n'a pas un jeune noyau qui pousse d'un côté, à laquelle on a greffé des vétérans qui viennent juste bien l'entourer. Non, c'est comme une espèce de mix des deux. T'as le jeune noyau avec les Raymond et les Sider, mais t'as aussi les joueurs plus vieux comme les Kane. Et même maintenant, il faut inclure Alex DeBrincat là-dedans, que Alex DeBrincat, c'est un mercenaire. Va-t-il vraiment rester là à travers tout ce qui va se passer? Il est en train de gâcher sa carrière avec les Red Wings de Détroit. En même temps, du côté de DeBrincat, j'ai pas vraiment de pitié pour lui. Il a choisi d'aller là. Too bad. Mais je ne vois pas comment les Red Wings se sortent de là à court terme. Et il y a un exemple. Et cet exemple, ce sont les Sabres de Buffalo, qui, après 14 ans, semblaient encore une fois se diriger vers une autre saison de misère, qui finalement ont trouvé la recette de la potion magique à Panoramix et ont réussi non seulement à se sortir de leur difficile séquence de saison sans rater, sans faire les séries, mais ont maintenant l'air, on va attendre de voir, mais d'une très bonne formation de la Ligue nationale de hockey. Je fais attention pour ne pas dire une puissance. Je vois pas comment les Red Wings deviennent les prochains Sabres. Pourquoi? Parce que les Sabres ont du vrai talent élite. Les Red Wings ils ont Moritz Seider. Lucas Raymond, peut-être, mais pas à lui seul. Lucas Raymond, s'il était sur une équipe, mettons que tu remplaces Slavkovsky par Raymond ou Caulfield par Raymond, je ne suis pas inquiet pour le Canadien de Montréal. Si tu mets Caulfield ou Slavkovsky au sein des Red Wings, je ne regarde pas ce joueur-là en me disant quel game-breaking talent. Ils sont dans une catégorie juste en dessous. Il ne faut pas que ce soit lui ton joueur nécessairement, que ce soit Caulfield ou Slavkovsky, mais au sein d'une bonne équipe qui compte beaucoup d'autres talents, là, ça devient très bon. Je pense que Lucas Raymond est peut-être dans cette catégorie-là. À Buffalo, tu as quand même un gars comme Rasmus Dahlin, qui est un excellent joueur de la Ligue nationale de hockey. Là, qu'est-ce que ça va donner avec le départ d'Alex Tuch? Mais peu importe. Tu as des Tage Thompson de ce monde. Tu as une profondeur et surtout une profondeur du même âge. Un noyau qui semble peut-être finalement s'être soudé et avoir trouvé le moyen de passer à la prochaine étape. En ayant créé cette espèce de noyau double du côté de Détroit, est-ce que réellement on va arriver là? Je ne pense pas. Et je crois donc que c'est pourquoi, dès la première étape, le Yzer Plan, qu'on a rebaptisé amicalement, le Yzer Croquis ici aujourd'hui, a été un échec. Ce qui m'amène à ma dernière question. Pourquoi là? Pourquoi maintenant, à mi-juillet? D'habitude, tu fais ça à la fin de la saison, quelque part pendant les séries. À la fin des séries, si ton équipe les a faites et tu n'as pas été satisfait, tu as laissé Steve Yzerman gérer le repêchage. Tu as laissé Steve Yzerman gérer les joueurs autonomes. Et vous avez remarqué que je n'ai pas encore prononcé le nom de Dylan Larkin dans cet épisode. C'est voulu. Tu n'as pas encore réglé le dossier Dylan Larkin. Ceci étant dit, je ne peux pas faire l'hypocrite. J'ai dit depuis le début de l'été que personnellement, je respecte Steve Yzerman d'y aller avec la ligne dure dans le dossier Dylan Larkin. Mon gars, t'es le capitaine de l'équipe, t'as un contrat en bonne et due forme, t'as une clause de non-échange, et là, tu me fais scier avec ta clause de non-échange, puis tu me donnes juste 4 formations où tu peux être échangé. Je peux pas avoir ce que je veux pour te maximiser. Attendons. Je trouve ça drôle parce que, d'une certaine façon, je trouve que Dylan Larkin est à l'image de la formation de laquelle il est capitaine depuis longtemps. Dylan Larkin est essentiellement ce que plusieurs pensaient que Nick Suzuki allait être plus tôt dans sa carrière. Dylan Larkin, c'est un premier centre dans la Ligue nationale de hockey, au sens où c'est un des 32 meilleurs joueurs de centre de la LNH. Pour moi, il n'y a pas de doute. Écoutez, je n'ai pas dressé ma liste de centres aujourd'hui. D'après moi, il se situe quelque part entre le peut-être 20e et 30e rang. Peut-être que les plus généreux oseront le mettre top 15. Mais vous allez voir que quand tu fais ton top des centres, ça va vite. Puis pour moi, Dylan Larkin il est vraiment dans la catégorie du 20 à 32. Bref, Dylan Larkin n'est pas un joueur de centre de franchise, mais il en est le capitaine. Ça me fait un petit peu penser aux Canadiens de Montréal des années 2000 et à Saku Koivu. Saku Koivu qui était un premier centre. Juste pas un premier centre, capitaine, joueur le plus important d'une équipe qui veut aspirer à quelque chose. Et joueur le plus important et capitaine, c'est quelque chose d'important dans ce que je dis parce que si vous êtes un régulier sur la chaîne, vous m'entendez souvent le dire, j'aime pas quand on dit, ce joueur-là, c'est un premier centre, mais pas sur une équipe qui gagne la coupe. Ça dépend. Ça dépend toujours de la construction de l'équipe. Si les Red Wings s'étaient bâtis
un mur de briques, la meilleure défense de la Ligue, qui compte sur un top 4 phénoménal et un gardien digne du Vézina, peut-être que Dylan Larkin est ton premier centre au sein de cette équipe-là. Mais au sein d'une formation basée sur l'attaque, ou du moins qui n'a pas le meilleur noyau défensif, et non, probablement pas. Tu as besoin de quelqu'un de plus fort que lui. Et son désir de quitter cette formation, pour moi, en dit autant sur lui, en dit autant sur l'organisation, et peut-être au final pourquoi il se ressemble un peu plus que Dylan Larkin lui-même ne semble passer, et qu'au final, il y a un petit peu de lui là-dedans aussi, parce que je déteste faire le comparatif facile avec le Canadien de Montréal, mais quand on regarde le succès de Kent Hughes et du Canadien, succès jusqu'ici, je veux dire, le Canadien n'a pas encore gagné de Coupe Stanley, là, mais ça semble une histoire en montée, versus l'échec de Steve Yzerman, qui lui est concrétisé, c'est un échec, ben Kent Hughes a hérité au moins de l'ancien régime, de tout un capitaine, de quelques jeunes joueurs qui avaient un désir très élevé de rapidement repartir la machine, que les jeunes joueurs se joignent à eux et qu'ils grandissent ensemble, alors que du côté de Steve Yzerman, clairement, Dylan Larkin n'est pas Nick Suzuki. Il n'y a pas de Cole Caulfield au sein de cette équipe, de talent élite qui date d'avant. Il n'y a pas de synergie et de noyau qui était déjà implanté, qui a fini par monter. Et ça nous prouve, à mon humble avis, ça nous prouve quelques petites choses, cet échec de Steve Yzerman et des Red Wings de Détroit. D'abord, c'est que lorsqu'il est question de directeurs généraux, il y a un petit peu de chance. Ou du moins, il faut que tu sois au bon endroit au bon moment. Steve Yzerman, ce qui s'est passé à Détroit, ça n'enlève pas son succès à Tampa, mais maintenant on regarde le succès du Lightning de Tampa Bay en perspective et on se dit, était-ce le succès de Steve Yzerman ou était-ce le succès de l'équipe de repêchage, de l'équipe de recruteurs du Lightning de Tampa Bay? Parce que oui, on a fait les choix faciles de Steven Stamkos et Victor Hedman, mais après ça, Andrei Vasilevskiy, ben, c'est un choix de première ronde, mais quand même, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui trouvent leur gardien numéro 1 de franchise comme ça, comme on est allé chercher Vasilevskiy. Des Braden Point, des Nikita Kucherov, c'est des joueurs qui ont été repêchés un peu plus tard. Donc, quand on évalue le travail des directeurs généraux, c'est pas parce que tu as succès à endroit 1 que ça va automatiquement se transposer à endroit 2. C'est pas parce que la recette a fonctionné ici qu'elle va fonctionner là. Et la clé, c'est de bien s'entourer. Et c'est ce que les Red Wings de Détroit devront maintenant faire, trouver une équipe compétente qui peut aller trouver du bon talent ailleurs qu'en première ronde et espérer peut-être éventuellement, sans devoir tout recasser à nouveau, parce que je vois pas comment tu casses tout à nouveau, ça fait déjà 10 ans que tu rates les séries, de se sortir de là, je pense qu'on n'est pas du tout sorti du bois du côté des Red Wings de Détroit. Voilà ce que je pense de l'échec du Yzerplan. Comment vois-tu ça? Y a-t-il des éléments dont j'ai pas parlé que tu crois qui méritent une attention particulière? Laisse-moi le savoir en commentaire. T'as apprécié l'épisode et tu vas en écouter un autre? Il y en a un juste ici. Et on se reparle lors du prochain. Ciao!